Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Avatars de l'Info. Nous sommes très contents de vous recevoir une nouvelle fois dans le studio de Senior Consulting Group. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'avantage de recevoir Titouan Levard, qui est le directeur général adjoint de Silver Valley. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va détailler tout ça avec lui quand j'irai le rejoindre sur le studio du live. Je souhaite la bienvenue à tout le public aussi, évidemment, que je vois déjà assez nombreux et qui ne manquera pas de s'enrichir au fur et à mesure de l'interview. Je rappelle au public qu'il peut évidemment intervenir physiquement et discrètement grâce aux petits icônes qui sont en bas et dans le chat, bien évidemment, pour poser ses questions. Comme Chloé vous le rappelle en bas dans le chat, vous pouvez poser vos questions et elles seront posées à Titouan Levard en fin d'émission quand j'aurai terminé mon entretien avec lui. Je vais maintenant le rejoindre dans le studio. Me voilà assis et nous le voyons dans le mythe. Titouan Levard, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Et tout le monde vous entend bien. C'est super. Donc, comme je le disais, vous êtes directeur général adjoint de Silver Valley. Donc, Silver Valley, c'est un réseau d'innovation à destination des seniors et des acteurs de la Silver Economy. On parlera un petit peu plus de Silver Valley plus tard. Mais je voulais commencer d'abord peut-être avec vous. J'ai regardé évidemment un peu votre parcours et j'étais surpris de voir qu'à l'origine, vous êtes ingénieur industriel. Et je me disais comment vous êtes arrivé dans la Silver Economy comme ça. Mais c'est définitivement lié. Un ingénieur industriel, comme un ingénieur au sens large du terme, il cherche à trouver les meilleures solutions, la plus adaptée, la mieux dimensionnée pour répondre à un besoin. Et c'est la définition même qu'on peut donner à l'innovation. Donc, c'est une évidence. Après, l'application sectorielle peut différer, mais dans le principe pédagogique, on va dire, c'est le même. D'accord. Alors, Silver Valley, donc, on disait, c'est un réseau important, parce qu'il y a je crois, plus de 300 organisations et entreprises qui en sont membres. Je crois que la moitié, c'est des startups, un peu comme celle de Mélanie Parnou, dont on parlera tout à l'heure, qui est l'invitée de la semaine prochaine. Et puis sinon, ce sont des grandes entreprises. Il y a des pure players ou pas, mais des entreprises qui travaillent, qui ne sont pas spécialement dédiées à la silver economy. Ça concerne un peu tout le monde, en fait, tout ça. En effet, alors nous, vous l'avez dit, entre la moitié et les deux tiers qui sont des startups, pour le coup, elles, pour la plupart spécialisées, mais du côté des institutions et des grands groupes que nous accompagnons, il y a en effet une grande partie de généralistes, tout simplement parce qu'ils ont structurellement une part de leurs clients, bénéficiaires ou usagers qui est significative de seniors, mais qui augmente chaque jour. Donc, ils ne sont pas obligés de. On sort de la sphère médico-sociale aussi, mais on arrive sur des marchés plus généralistes, plus mass market, et qui donc intéressent tout le monde. C'est pas besoin d'avoir un produit spécialisé dédié à gérer une certaine dépendance, mais des produits qui sont plutôt grand public, qui sont faits pour compenser des besoins liés à l'avancée en âge. Oui, parce que c'est vrai que nous, on parle souvent de silver economy ici sur le plateau et on reçoit beaucoup d'acteurs de la silver economy, mais en réalité, la silver economy, c'est l'économie tout court, quoi, puisque comme vous le disiez, évidemment, les seniors sont de plus en plus nombreux et ce que consomment les seniors, les autres le consomment aussi. Alors, il y a des produits plus spécifiques, mais vous le constatez, j'imagine, tous les jours dans votre travail. En effet, alors au-delà d'être un centre on va dire, de profit et de points de PIB, c'est ce qu'on essaye aussi de maîtriser et de faire attention, en tout cas dans notre considération finalement éthique. Mais c'est en effet ça. Vous êtes un opérateur
un opérateur télécom, une grande boîte de tech ou une banque ou un opérateur de mobilité, vous avez à considérer cette population-là par des ajustements et des innovations sur votre proposition de valeur, on va dire conventionnelle, pour continuer à répondre à ces besoins. Alors, Silver Valley, enfin, vous faites beaucoup de choses et vous sortez notamment régulièrement des études. Il y en a une qui est sortie assez récemment, je crois que c'était en février peut-être, sur la valeur ajoutée économique et sociale des seniors. On apprend beaucoup de choses sur à la lumière de cette étude. C'est vrai qu'on a cette position-là, en tout cas, qui est la position, on va dire, sociétale de Silver Valley, c'est de sortir aussi de l'angle seulement incapacitaire que la société peut avoir sur les seniors. Et on a voulu prouver, en l'occurrence, c'est un moyen, mais cette étude quantitative représentative de la population française, que si les seniors disparaissaient de la société, il y avait beaucoup d'équilibres sociétaux et économiques au-delà de leur consommation qui allaient complètement être déséquilibrés. Alors, le chiffre qu'on a, nous, qui est mon chiffre de l'étude, enfin, le chiffre de l'étude de Silver Valley, c'est la générosité le montant de la générosité que les seniors ont envers leurs descendants. Alors, on a ce chiffre aussi pour les ascendants, leurs parents, eux-mêmes personnes âgées aussi potentiellement dépendantes, mais en tout cas, pour leurs descendants, c'est 7 milliards d'euros par an de dons, de générosité qu'ils ont envers leurs descendants. Alors là, je ne vous parle pas de transmission financière, de patrimoine, de capital, d'actifs, immobiles ou pas. C'est vraiment, je fais goûter mes petits-enfants, je mets un peu d'essence dans la voiture, je fais des cadeaux à Noël. Et là, on voit, alors par les temps qui courent et particulièrement avec l'inflation, que si ça disparaît, c'est flux. On parle pas de centaines de milliers d'euros, on ne parle pas de centaines de millions, on compte en milliards. Donc, si ça disparaît, il y a énormément d'équilibres sociétaux qui s'effondrent. Donc, nous, on parle d'amortisseurs sociaux. Alors là, c'est auprès de la famille. Et on parle auprès du territoire, dans leur consommation locale, auprès des commerces locaux. Si on parle aussi je vais essayer de pas être trop long, d'activités, en tout cas de bénéfices qui ont auprès de leur territoire, de leur patrimoine, c'est 4 millions aujourd'hui de seniors qui rendent service à un voisin au moins une fois par semaine. Alors on va chercher les petits-enfants du voisin ou de la voisine à l'école, on dépanne un outil, on dépanne aussi une personne qui est dépendante, parce que nous, on est aussi senior actif, on va veiller sur son voisin. Voilà, c'est une foule de micro-comportements. Évidemment, c'est le poids qu'ils ont au niveau de nos motivations un peu plus sociétales, qui est la solidarité. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais nous, on a voulu le quantifier les seniors qui s'engagent auprès des Restos du Cœur, qui s'engagent auprès de la Croix-Rouge, qui s'engagent dans toutes ces actions de solidarité qui sont différentes que s'engager pour une passion. Quand on s'engage sur un club de sport ou la musique, évidemment, il y a la volonté de transmettre, mais il y a aussi la passion. Là, on s'engage dans les Restos du Cœur à la Croix-Rouge dans une motivation véritablement sociétale, de partage, de collectif. Oui, et puis c'est une nouvelle forme d'activité aussi, parce que c'est toujours un peu l'écueil quand on parle des seniors, de la retraite, etc. C'est le côté, on s'est sorti de la société puisqu'on ne travaille plus. Mais vous dites, et cette étude le démontre encore, que non seulement ils participent financièrement, mais aussi activement pour des associations, pour des organisations, etc. Exactement. Et en fait, 2-3 chiffres qui ne sont pas les miens, mais qui sont ceux de l'INSEE, mais je vais apporter notre analyse. C'est que aujourd'hui, quand on passe à la retraite, alors à 64 ans ou 62 ans, c'est pas la question. On est dans une forme physique bonne. On a 20 ans d'espérance de vie, donc on a un nouveau projet de vie à se construire, une nouvelle identité sociétale qui n'est plus celle de la vie professionnelle, mais qui est une autre identité, une nouvelle place dans la société. Et en fait, 20 ans, c'est le temps d'une nouvelle carrière, c'est le temps d'un nouveau projet. C'est 11 ou 12 ans où on va être sans incapacité
Donc, et on a de la chance en France quand même, on peut remercier les institutions et les caisses de retraite, c'est que la majorité des seniors français ont quand même la chance de pouvoir s'affranchir des contraintes matérielles de pension de retraite pour justement se concentrer sur des besoins existentiels que j'ai cités, c'est-à-dire se réinventer un nouveau projet de vie. C'est ça aussi qu'on doit accompagner pour pas justement défaire les équilibres sociétaux qui sont actuellement en place. Ouais, une part, ne pas défaire ces équilibres, mais les renforcer et faire encore plus peser les seniors dans la société. C'est un enjeu de santé publique aussi à la fin, de prévention, un enjeu de collectif. Et, et ça va se renforcer. Je vais vous donner une toute simple raison, c'est que la génération alors moi, du coup, de mes grands-parents qui ont plus de 80 ans, se sont pas forcément épanouis quand ils étaient jeunes dans leur jeunesse avec des activités extra professionnelles. Entre la génération de mes parents et de mes grands-parents, on a des personnes qui, la génération de mes parents, ont eu la chance de pratiquer la musique, pratiquer les activités sportives, ont eu la chance de s'engager quand ils étaient jeunes. Et ça change tout finalement dans la façon de vouloir aussi s'épanouir à la retraite. Ce qui était un peu moins vrai dans la génération d'avant. J'espère que j'ai été clair. Oui, 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 vous avez été très clair, presque exhaustif, mais vous avez aussi, tendu des perches après qu'on ouvre, qu'on enfonce des portes ouvertes, mais vous parliez de 20 ans, d'espérance de vie en moyenne pour les gens qui arrivent à la retraite. Ça, évidemment, ce sont aussi des choses qui doivent se financer. Et là, vous me voyez venir, mais c'est un des chiffres aussi qu'on apprend à travers votre étude. Je vais essayer d'avoir le raisonnement le plus clair possible. Alors, ce chiffre de 317 000 euros de patrimoine brut moyen pour les sexagénaires, c'est un chiffre de l'INSEE. Oui. C'est un chiffre de l'INSEE que nous, on s'est appuyé pour notre étude pour l'analyse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes, les seniors, sont riches en patrimoine, mais pauvres en liquidité. La pension moyenne nette de retraite, elle est de 1 300 euros par mois aujourd'hui en France. Ça, c'est un chiffre de l'adresse de 2021. Et donc, il y a un chiffre de Silver Alliance qui nous apprend environ que ça coûte 1 100 euros net par mois pendant 30 ans de bien vivre chez soi. Donc, ça veut dire qu'on a une partie de la population qui ne va pas pouvoir adapter son logement. Aujourd'hui, on entend parler de MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt va évidemment nécessaire. C'est une très belle avancée, mais ne va pas considérer tout le monde. Ne va pas considérer tout le monde. Si vous avez au-dessus des minima, on va dire, pour accéder à être éligible aux aides MaPrimeAdapt, vous n'avez pas forcément tellement de liquidité, mais vous avez pour le coup un patrimoine. Au-delà de ces 317 000 euros de patrimoine brut, il y a 75% des seniors qui sont propriétaires de leur logement. Ce que je veux rajouter aussi avant d'émettre la conjecture que nous, on croit en tout cas que ça va davantage se généraliser, c'est que je pense que justement par l'expérience un peu massive qu'ont les jeunes seniors aujourd'hui d'aidants, ils ont conscience du prix que ça coûte d'adapter son logement et surtout, ils ont compris que tout ne pourrait pas être pris en charge par la pouvoir publique. Aujourd'hui, toutes les adaptations, du logement ne peuvent pas être prises en compte par la Sécu parce que la vieillesse n'est pas une maladie. Aujourd'hui, changer ses volets, mettre des volets électriques, c'est une adaptation de confort de son logement qui est nécessaire pour pouvoir bien vivre dedans. Mais est-ce que c'est au pouvoir public de payer ça? C'est un peu l'exemple phare. Et la réponse, elle est peut-être pas oui. Donc, voilà, il y a un besoin en tout cas de permettre de généraliser et diversifier les solutions d'accès aux liquidités pour les seniors. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, évidemment, c'est pas par gaieté de cœur qu'on va monétiser son patrimoine. C'est évidemment sous la contrainte et les contraintes que je viens d'émettre. Les seniors, ils n'ont pas envie et personne n'a envie de monétiser son patrimoine, vu que c'est aussi de la transmission. Et du coup, il faut retrouver
des leviers. Alors, l'assurance vie n'est peut-être pas la meilleure solution en ce moment, mais des leviers pour que ce patrimoine immobilier se transforme en d'autres formes de patrimoine, notamment financier, qui puissent être transmis à ses descendants, pardon, et dans des logiques aussi intéressantes, parce que transmettre du patrimoine immobilier euh, post-deuil, on sait tous, c'est pas très intéressant financièrement avec les contraintes des taxes qu'il y a dessus. Donc, finalement, on pourrait arriver quasiment à des avantages financiers à monétiser son patrimoine avant malheureusement de décéder. Voilà. Je dresse un Oui, non, portrait mais grosse maille, mais c'est l'idée. Et juste un dernier point, je pense aussi que 75% des seniors sont propriétaires, mais il y en a 25%, ça veut dire qu'ils ne sont pas propriétaires. 13% vivent dans le parc social, donc ces personnes-là, finalement, sont déjà pris en charge par le bailleur, et les bailleurs font un travail assez formidable pour adapter les logements, construire un parcours résidentiel. Ceux pour qui je m'inquiète finalement un tout petit peu plus, qui n'ont pas de solution, c'est ceux qui vivent dans le parc locatif privé, qui n'ont pas de liquidité, mais qui n'ont pas la solution de dernier recours finalement pour la monétisation du patrimoine, et qui sont souvent eux-mêmes au-dessus des minima sociaux et n'ont pas forcément accès à MaPrimeAdapt et aux solutions d'adaptation du logement. Voilà. oui, je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles les nouvelles générations veulent aussi le plus rapidement possible accéder à la propriété et faire en sorte de ne plus avoir ce genre de problème une fois à la retraite. Même si on sait bien, et on a vu aussi, vous avez dû les voir passer, des chiffres récents expliquant que quasiment la moitié des plus de 55 ans n'avaient pas véritablement préparé leur retraite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment épargné justement pour financer ces 20 ou 25 ans de reste à vivre, si j'ose dire, une fois à la retraite. Vous disiez que la monétisation du patrimoine était un peu une dernière issue, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi un bon moyen, et surtout avec à dire la nouvelle typologie un peu des familles actuelles, c'est-à-dire des familles recomposées, décomposées, avec des enfants de différents lits, etc. Bah, tout à fait. Aujourd'hui, je ne vais pas émettre un chiffre parce que au risque de dire une bêtise, mais les montages financiers qui se créent aujourd'hui sur la monétisation du patrimoine et replacer ce patrimoine liquide dans des nouveaux placements qui soient l'assurance vie et autres, dilués dans d'autres solutions financières ou de patrimoine immobilier autres, permettrait justement de s'affranchir de ces taxes prohibitives de succession. Je prends aussi, j'élargis un tout petit peu le spectre en prenant une question qui est un peu en live dans le chat et que j'ai vu. Comment justement on accède au-delà à des liquidités, mais finalement à de la solvabilité globale. Pour moi, ça passe par l'autonomie numérique des personnes. Je vous donne des chiffres très simples qui sont, on va pas régler tout avec ça, mais l'accès au droit. Si maintenant on a une maîtrise suffisante des outils numériques, on est capable malheureusement, on renonce à certaines aides étatiques. On renonce à la MDPH, on renonce à l'aide sociale à l'hébergement, on renonce à l'APA, l'aide personnalisée autonomie, et tout ça, c'est de la solvabilité, c'est du pouvoir d'achat très concret et du financement de l'avancée en âge. Et j'ai élargi un peu le spectre, mais l'autonomie numérique, c'est aussi accéder et utiliser des services tout simplement comme Blablacar, qui sont un peu de pouvoir d'achat supplémentaire chaque mois, mensuel. Et aujourd'hui, Blablacar, c'est seulement 5% de plus de 65 ans qui l'utilisent. Donc, on voit qu'il y a encore un potentiel pour accéder à la liquidité, accéder à de l'épargne rapide, de la solvabilité, alors pour financer de l'avancée en âge ou pas. C'est l'usage de Le Bon Coin. Donc, j'ai des milliers de cas d'usage comme ça à vous citer qui sont autres que de la monétisation du patrimoine, mais qui sont ce que nous, on appelle de l'autonomie numérique, qui permettent d'accéder à des liquidités. C'est un tout, ce n'est pas une réponse universelle, mais c'est un tout. Oui, c'est vrai que les problématiques de fracture numérique, on en a vis-à-vis des seniors, on en a beaucoup parlé
On en avait parlé avec Antoine Gérard, on en avait parlé avec Martine Gruer aussi de l'association Hold Up dans nos précédentes émissions. Et il est clair que ces petits plus dont vous parlez pourraient rendre effectivement les seniors plus autonomes financièrement. Alors, est-ce que ça suffirait effectivement à financer toute une troisième vie, si j'ose dire? La question est en suspens. Pour changer un petit peu de sujet, on avait dit qu'on en parlerait parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Alors, on est assez content. Alors, enfin, du coup, je parle pour Silver Valley, mais aussi pour, on va dire, les porteurs de ce projet-là à l'université Aix-Marseille. Il y a un petit clin d'œil à Jean-Jacques Camprado s'il est dans l'Assemblée, mais euh, ce diplôme-là, qui a été construit avec toute l'équipe pédagogique, notamment aussi Frédéric Serrière qui est passé dans votre émission, il a pour but justement de former des porteurs de projets, faciliter la vie des porteurs de projets, alors qu'ils portent un projet entrepreneurial au sens conventionnel de start-up, mais qui portent aussi des projets justement dans ces fameux grands groupes généralistes où on a besoin de finalement réinventer des propositions de valeur, des innovations à destination des bénéficiaires, clients ou usagers seniors. Donc c'est ça, c'est porteur de projet. Et on voit aussi que l'aide à la décision, quand on essaie c'est finalement mon métier conventionnel de base à Silver Valley, nos métiers à Silver Valley, pardon pour mes collègues, c'est de soutenir l'aide à la décision pour justement des décideurs, des personnes qui doivent engager des ressources dans les projets, d'avoir voilà, une maîtrise des risques qui soit meilleure et qui soit limitée, et donc une aide à la décision qui soit facilitée parce qu'on a la capacité de prouver une certaine pérennité des projets. Et c'est ça le sens profond aussi de ce diplôme-là, c'est on facilite la vie, on limite les risques à la fin pour des grands projets intrapreneuriales, des grands projets de R&D, des projets de porteurs de projets, on va dire, entrepreneurial conventionnel sous la forme de start-up. C'est ça. Et il y aura tout qui sera abordé. Il y a le droit, il y a l'éthique, la RGPD, parce qu'on a beaucoup de projets technologiques. Aussi, on arrive à un moment où je vais le dire d'une façon pas très, un peu informelle, mais on a tous vu des projets qui ont essuyé des plâtres. Aujourd'hui, on va aussi dans ce nouveau parcours permettre à ce que les porteurs de projets qui arrivent n'essuient pas les plâtres que certains ont déjà essuyés depuis 10 ans. On va raconter aussi des histoires d'entrepreneurs, du coup, à d'autres futurs entrepreneurs. Et c'est ça le sens de ce diplôme-là. On parle d'entrepreneurs et de start-up. Il y a le salon Vivatech qui a ouvert ses portes hier. On a évidemment, enfin, je pense que c'est un effort aussi collectif qui se paye dans notre secteur, on va dire, Silver Economy, et plus largement au-delà de la Silver Economy, l'économie du vieillissement au sens large. On a une transformation et une maturité des projets qui sont portés qui s'agrandissent. Aujourd'hui, quand on monte une start-up, il y a l'entrepreneuriat pour tous, certes, mais ceux qui réussissent dans leurs projets sont souvent des entrepreneurs expérimentés, contrairement à peut-être ce qu'on avait il y a quelques années, et je le dis un peu crûment, mais c'est la vérité, des experts du métier, mais qui n'étaient pas forcément les meilleurs entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir des équipes qui sont davantage pluridisciplinaires, des responsables entrepreneuriaux, des responsables financiers d'opération et des responsables métiers qui se greffent aux équipes, qui fait qu'encore une fois, on diminue le risque et on a des projets qui sont plus équilibrés et une capacité d'exécution qui est forte et des équipes résilientes dans le temps. Donc c'est ça la transformation qu'on voit aujourd'hui et qui est finalement bénéfique à notre secteur et qui fait qu'on résiste plutôt bien aux
aux remous. aux enjeux, on va dire, plutôt géopolitiques qui sont en ce moment, quoi. Très bien. Alors, avant de donner la parole aux questions du public, je voulais vous poser une dernière question, peut-être, justement sur la technologie. Encore une fois, là, on est dans le méta. Il y a l'intelligence artificielle qui excite autant qu'elle inquiète. Elles le sont déjà. Elles le sont déjà, et ça, c'est évident. Euh, je vais être très opérationnel et puis un tout petit peu prospectif. Justement, dans on va dire, pas le glissement, mais la mutation généraliste et grand public de notre marché, voilà, je vous l'ai dit au début de l'interview, on était dans un marché très médico-social, on arrive dans un marché qui est un peu plus généraliste, justement, parce que on arrive voilà, les grandes organisations aussi considèrent ces populations-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, nous, quand on interroge des seniors justement sur l'usage de Watch, ils intègrent complètement ces comportements-là d'utilisation de technologie parce que dans une logique préventive, je vais capter le nombre de pas, je vais capter le nombre de calories, je vais capter un paramètre que moi je connaissais même pas et dont il me parle, qui est la REM, Rapid Eye Movement, donc la régénérescence de la mémoire et donc le maintien des capacités cognitives avec des phases de sommeil la nuit. Alors moi je trouvais ça formidable. Donc là c'est en place. Et on va dire, on capte des paramètres physiologiques pour finalement avoir des comportements préventifs et finalement se sentir mieux dans son avancée en âge. Qu'est-ce qui se passe dans 5 ans pour la technologie? C'est de l'anticipation. Ça va être intéressant évidemment pour ceux qui ont à donner des remboursements de soins, donc les mutuelles, les assurances, on va savoir dans quelques années anticiper avec certains niveaux de fiabilité et de risque, des hospitalisations. Et donc, si on anticipe une hospitalisation, ça veut dire que derrière, on n'aura pas à faire des remboursements, comme je le disais, de soins. Donc, si une mutuelle investit 1 euro par mois, je dis n'importe quoi, comme ordre de grandeur, dans une solution d'anticipation de l'hospitalisation, mais que sur la masse de bénéficiaires, ça lui en fait gagner 1,10 euro de remboursement de soins, et bien voilà ce qui va se passer dans les prochaines années sur la technologie. Alors, est-ce qu'on le souhaite, est-ce qu'on ne le souhaite pas? Je peux difficilement résumer la complexité du monde en quelques points. Je pense qu'en tout cas, nous, dans certains cas d'usage, ce sera évidemment bénéfique pour le senior et la société entière. Tout à fait. Mais c'est vrai on peut évidemment présager de rien, mais c'est rassurant de voir qu'un acteur comme vous l'êtes de la Silver Economy soit aussi optimiste sur les nouvelles technologies à destination des seniors. Je vais me tourner vers nos modératrices adorées. Nous, on préfère effectivement que vous puissiez prendre la parole, si vous pouvez le faire, si vous avez créé votre avatar et que vous pouvez prendre la parole, poser vos questions directement à Titouan, sachant que pour des questions de technique de son, peut-être que je serai obligé de le relayer, mais n'hésitez pas. Céline ou Chloé, est-ce que nous avons des questions? Oui, on a eu pas mal de questions. J'en vois quelques-unes dans le chat, peut-être, auxquelles je peux répondre en live, si vous me le permettez, Raphaël. Ah bah, je vous en prie, faisons ça alors. En effet, alors des questions, désolé, j'ai juste HP, j'ai pas le nom entier, mais qui... Ça doit être Henri-Pierre Wiby, le directeur de Senior Consulting. Henri-Pierre, très bien. En effet, alors, je vais pas prendre la question dans le bon ordre, mais n'est-il pas utopiste de penser que l'État pourra financer 25 ans d'espérance de vie? Non. J'en suis convaincu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas payer tout pour tout le monde. Donc, en ce sens, la modélisation du patrimoine est une vraie réponse pour le financement. Parce qu'il y a le financement plus largement de l'espérance de vie de 25 ans. On peut la diviser en plusieurs. C'est la prévention, l'autonomie, puis la santé. La santé, en effet, peut être considérée complètement par l'État, mais la prévention et l'autonomie, un peu moins.
Euh, sur les autres questions de possibilité de revenir dans la vie professionnelle, et c'est évidemment difficile de répondre de façon binaire, oui ou non, est-ce que c'est bien. Nous, de façon un peu sociologique, dans les seniors que nous, on interroge, ils aimeraient, eux, davantage de flexibilité dans finalement la possibilité de travailler et euh, d'avoir des revenus complémentaires par le travail et à la retraite. Alors, c'est une question éminemment compliquée. Je vous laisse juste transparaître la question des seniors la réponse des seniors que nous on interroge aussi, c'est qu'il y a pour certains une volonté de flexibilité. Laissons le choix de passer à la retraite, ceux qui veulent passer à la retraite, rendre flexibles ceux qui veulent continuer à travailler, quoi. Très bien. Chloé, est-ce que nous avons d'autres questions qui m'auraient échappé? Alors oui, il y a plusieurs questions de Henri Pierre. Je vais peut-être l'inviter à prendre la parole directement s'il est avec nous. Comme ça, Alors, on a déjà. Oui. Titouan a déjà répondu à quelques-unes des questions, mais Henri Pierre en a peut-être d'autres. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je vous entends. Je ne suis pas sûr que Titouan vous entende. Non. Non, Titouan ne vous entend pas, mais je vais me faire le relais, Henri Pierre, si vous voulez bien poser votre question et je la poserai à Titouan. Oui, Titouan, ma question, elle est plutôt sur est-ce qu'il n'y a pas quand même urgence, puisque vous dites qu'il faut 1100 € pour bien vivre chez soi, la pension moyenne est de 1300, et c'est une question que j'ai posée, c'est qu'aujourd'hui, avec 5% d'inflation, si on ne l'enraye pas, dans 5 ans, il n'y a plus d'équilibre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même urgence aujourd'hui sur le niveau de retraite des seniors? Alors, la question d'Henri Pierre, c'est n'y a-t-il pas urgence, étant donné les pensions de retraite qui sont réduites à portions congrues, n'y a-t-il pas urgence vous vouliez dire, à monétiser son patrimoine, Henri Pierre, ça que vous vouliez dire? Pas forcément, mais qu'il y a quand même un état qui est complexe, puisque s'il faut 1100 € pour bien vivre et que la retraite moyenne est à 1300, avec 5% d'inflation, il faudra 1400 € dans 5 ans pour bien vivre. Donc, comment on fait? Oui, c'est ça. Et Henri Pierre ajoutait qu'en plus, avec l'inflation, les besoins, comme vous le disiez tout à l'heure, de 1100 € pour vivre correctement et avec des pensions de retraite à 1300 € en moyenne, quelles sont les solutions, selon vous, qui pourraient être envisagées pour que, tout simplement, que les retraités puissent bien vivre ou, pour certains, même survivre? Alors, les solutions, il y en a une feuille, il y a une foule, il y a une chaîne de valeur et une diversité de solutions face aux situations de vie. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est, alors si on regarde, je regarde un tout petit peu l'Europe, le prêt viager hypothécaire en Europe, par exemple, en Allemagne et en Angleterre est déjà très généralisé, ce qui n'est pas le cas en France. Et il y a la réglementation qui date fin des années 2010, 2018 ou 2019 ou 2020 qui facilite finalement le prêt viager hypothécaire. Oui, en effet, il y a urgence à trouver une diversité de solutions. Le prêt viager hypothécaire ne bénéficie pas de pari sur la mort. Il y a d'autres solutions comme la vente en nue propriété et le viager conventionnel qui sont des possibilités qui doivent être développées. La difficulté finalement parce que là on parle de véhicules financiers de rachat d'actifs immobiliers, c'est la rentabilité, enfin l'horizon de rentabilité des modèles. Aujourd'hui, si on parle de fonds d'investissement immobilier, alors que ce soit sur de l'equity ou du venture, sur des projets qui sont encore assez récents, assez naissants, l'horizon de rentabilité est de 15 ans pour ces fonds d'investissement de prêt viager hypothécaire ou de nue propriété. C'est 15 ans d'espérance de rentabilité, alors que on sait qu'un investissement, en général, pour un fonds conventionnel, c'est 7 ans. Donc, c'est ça la difficulté aussi, c'est d'arriver. Alors, même si le risque est moindre, vu que c'est de l'investissement dans la pierre, aujourd'hui, on a un déséquilibre entre ceux qui doivent créer ces véhicules financiers, ces fonds de fonds, et l'horizon de rentabilité
des prêts viager hypothécaires, des montages de prêts viager hypothécaires. C'est ça, et donc c'est un changement culturel à opérer. C'est pas l'unique réponse. Je vous parlais des projets qui font des 13-14% des seniors qui vivent dans le parc locatif. On peut imaginer par exemple que eux rachètent seulement des usufruits de patrimoine immobilier, ce qui permet d'accéder à un patrimoine adapté à 30 ou 40% du prix initial, et que finalement le propriétaire de la nue propriété garde son patrimoine, quoi. Donc voilà, il y a des tas de mécanismes. Il y a les bailleurs sociaux qui peuvent aussi créer eux-mêmes des véhicules financiers pour acheter dans le diffus du patrimoine et l'adapter, et les seniors qui n'ont pas justement les moyens de financer ces adaptations-là, d'intégrer le parc social et d'avoir accès à des solutions d'adaptation du logement. Donc voilà, il y a un millier de mécanismes qui se mettent en place. Il n'y a pas une réponse unique. Très bien, merci. Merci Titouan. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Henri-Pierre. J'ai fait un peu une réponse de Normand, je vous prie de m'excuser, mais c'est une réponse qui est tellement complexe et tellement... c'est difficile d'y répondre complètement, quoi. Elle est très complexe et étant donné que chez Senior Consulting Group, on est très lié au démembrement, on étudie aussi toutes ces possibilités d'usufruit à nue propriété. C'est évidemment compliqué à mettre en place et surtout à faire accepter ces solutions qui sont une réelle solution. Alors oui, Titouan, je sais que vous n'entendez pas Henri-Pierre, mais il vous remercie de votre réponse. Et expliquer que chez nous, enfin à Senior Consulting Group, effectivement, on propose justement différentes solutions de démembrement de propriété aussi, en plus du viager. Et c'est effectivement des réponses qui peuvent être de bonnes réponses utiles, notamment pour des démembrements de propriété en famille ou des choses comme ça. J'imagine que c'est des options qui sont valables et réalisables pour vous. De toute façon, je pense qu'avec les chiffres qu'on a énoncés, qui sont des chiffres nationaux de l'INSEE, tout ça, en faisant une règle de 3, on arrive simplement à comprendre que l'État ne pourra pas tout financer, qu'il faudra financer, il y aura du financement individuel, et que donc, forcément, la capacité d'avoir une épargne individuelle et le démembrement de propriété seront une réponse. Très bien, c'est une bonne conclusion. On va en profiter. Voilà Henri-Pierre qui apparaît. C'est trop vite, manifestement. Je voulais juste vous saluer parce que là, vous m'entendez. Et toi? Oui, tout à fait, ouais. Et vous dire que là, vous avez parlé du fruit et on pourrait en parler pendant des heures parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le fruit pour les retraités qui n'ont pas accès à la propriété. En effet, je parle aujourd'hui en millions de personnes, pas en centaines de milliers ni en milliers, qui sont au-dessus des minima pour avoir accès à ma prime adapte. Et encore, ma prime adapte, c'est des taux d'intervention qui ne sont pas à 100%. Si vous voulez faire votre salle de bain, le taux d'intervention, c'est environ de 50% des travaux. Donc, ça veut dire que même pour ceux qui ont accès à ma prime adapte, et encore plus pour ceux qui n'y ont pas accès, le problème d'adaptation du logement et de financement de l'avancée en âge au sens large, parce qu'il peut y avoir de la solution résidentielle senior, résidence autonomie, EHPAD ou habitat inclusif ou autre, nécessairement, il y aura besoin d'accès à des liquidités. Nécessairement. Et aujourd'hui, la transformation sociologique, et je m'arrêterai là, qui s'opère, c'est que les aidants, aujourd'hui, et l'adresse nous dit qu'ils ont 54 ans en moyenne, les aidants auront, ces jeunes seniors aidants ont l'expérience du vieillissement d'un parent âgé qui a environ 85 ans aujourd'hui et ont vraiment conscience du prix que ça coûte et auront des comportements préventifs et notamment sur le financement de leur propre avancée en âge. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Titouan Levard d'être venu et merci à Henri-Pierre Ouibi
d'avoir participé et merci à tout le monde, au public, d'être venus si nombreux. Merci encore, Titouan. Vous revenez quand vous voulez dans le studio de Senior Consulting Group. On aura encore plein de questions, effectivement des questions sans fin dont on pourrait parler, des heures. Merci encore et à bientôt. Bonne chance et bon travail à Silver Valley. Merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt. Merci Titouan, au revoir. Au revoir.